Fondation. J'ai appelé ce talk ce que développer veut dire parce que en 1982, un type qui s'appelle Pierre Bourdieu écrit un bouquin qui s'appelle Ce que parler veut dire, où il déconstruit la notion de la communication pour dire qu'en fait, la communication est d'abord une histoire de force entre l'émetteur et le récepteur et qu'il s'impose dans la sociologie de la communication des influences. Et pourquoi j'utilise ce sous-titre et que j'appelle ça fondation, c'est parce qu'on s'est rendu compte que le développement n'est pas cette pratique transparente, presque stochastique de production de code, mais qu'elle implique un certain environnement, un certain écosystème, qu'elle a des bases, qu'elle a des implications et que dorénavant, il y a une sociologie liée au développement et plus largement à l'ingénierie logicielle et même à la science informatique. Ça s'appelle fondation parce qu'aujourd'hui, on a aussi dans le développement des gens qui se sont complètement déconnectés des bases. Et il est important pour nous, surtout dans un contexte craft, de comprendre d'où l'on vient et pourquoi on fait ce que l'on fait. Alors le plan, il est assez simple. On va parler de la science informatique, j'espère qu'on apprendra des choses, et de l'ingénierie logicielle. Dans l'ingénierie logicielle, vous verrez que on a une définition de l'ingénierie qui est une vision globale du développement informatique et de ce que c'est que de développer, mais pas que, puisque ce n'est pas juste de la technique de la production de code, mais de l'ingénierie, c'est-à-dire un ensemble de pratiques. Ce que je juge hors sujet dans cette présentation, et vous verrez qu'il n'y a pas de code, c'est toute l'histoire du matériel informatique, parce qu'il y a une physique autour de l'informatique, du marché de l'informatique, parce qu'on ne va pas parler des ESN, du prix des choses, du prix des gens, du prix des ressources, etc. La science informatique. Alors, commençons par la définition de ce qu'est une science. Ça fait du bien de revenir aux définitions. Toutes les définitions viennent du Robert. Donc, j'ai repris toutes les définitions du Robert. C'est à peu près les mêmes. Vous pourrez les voir et les vérifier facilement. C'est ce qu'utilise Google. Une science, un ensemble de connaissances, de travaux d'une valeur universelle ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables selon des méthodes déterminées comme l'observation, l'expérience ou les hypothèses et la déduction. Je ne lirai pas toujours les slides, mais là, pour les définitions, c'est quand même bien de le dire. Je vous ai mis en orange. Ce qui est intéressant, la valeur universelle de la science, on ne fait pas dans la science de l'hyperspécifique, on essaye au contraire de tomber dans les cas d'exception, justement, de travailler par analogie, par similitude, d'essayer de généraliser et de comprendre les mécaniques des choses et les relations, à la fois la définition de ces choses-là et les relations qu'elles ont entre elles. Une science est associée à des méthodes et ces méthodes permettront de vérifier les choses que l'on dit. Et quand je dis vérifier, c'est qu'on essaye de ne pas dire n'importe quoi. Mais pour la science informatique, le Robert nous dit plus spécifiquement que la science informatique, c'est la théorie du traitement de l'information à l'aide de programmes mis en œuvre par des ordinateurs. Traitement de l'information. Ça part des mathématiques, ça passe par l'automatique, ça finit par le traitement de l'information, et je vais rajouter le traitement de l'information représentée ou représentable, parce qu'une information, c'est de l'énergie, l'énergie n'est pas toujours représentable, et si elle n'est pas représentable, alors elle n'est pas capable d'être calculée ou traitée. Et mis en œuvre par des ordinateurs, il faut faire attention, j'ai mis en orange ordinateur, parce que ordinateur, nous allons le voir, c'est pas une machine électronique, c'est un concept, l'ordinateur. Et c'est important de se détacher du jour au jour qu'on a avec les machines qu'on utilise et de comprendre que l'ordinateur est un concept. On va le voir justement en parlant de sciences informatiques. J'ai mis la définition du système parce que
Ce qui est intéressant dans la définition du système, alors là, dans le Robert, en fait, il y a 8 entrées. La 5e et la 6e parlent d'éléments naturels, comme le système solaire, par exemple, mais aussi de dispositifs. Et vous voyez qu'ils ont en commun la notion de complexité. Comme il y a de la complexité, évidemment, on va comprendre de quoi sont composés ces systèmes et quelles sont les relations entre elles. Ce qui est amusant dans la 6e définition, qui s'applique au système informatique, c'est pour aboutir à un résultat. Le système solaire n'aboutit pas à un résultat, ça reste un système. Le système informatique veut aboutir à un résultat. À garder en tête, c'est intéressant. Alors, au-delà des définitions, pour la science informatique, je crois qu'il est nécessaire de mettre quelques points dans la genèse de la science informatique. Alors, je vous passe sur les bouliers et les abacs. On ne va pas arriver jusqu'à moins 3000, mais il y a quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de l'informatique et des mathématiques, d'ailleurs, d'une manière générale, c'est Al-Khwarizmi. Et c'est au IXe siècle. Et lui, il a carrément inventé l'algorithme, d'où le nom, et l'algèbre. Il nous sort 2 bouquins, on verra, il invente les chiffres arabes, il a une méthode de résolution des systèmes des équations du second degré. C'est un type génial. En son temps, il a ce génie. Donc, ça commence pour moi au IXe siècle. Je passe sur les systèmes basiques de calcul. Mais vraiment, le traitement de l'information, c'est à partir de Al-Khwarizmi. Et puis, en fait, on le voit à travers toutes les mathématiques, il y a toujours des gens qui non seulement font du calcul théorique dans les mathématiques, mais essayent aussi de mettre en place des méthodes d'approche des racines carrées, des séries numériques, des choses comme ça. Mais ça reste toujours dans l'espace des mathématiques. Il faut attendre 1880, ce qu'on appelle la mécanographie. Et vous allez au moins reconnaître les noms. Ulrich et Boole. Ulrich aux États-Unis avec IBM, International Business Machines, et Boole, un Suédois qui se balade en Suisse et puis en France pour justement mettre des machines de mécanographie qui en général traitaient des calculs à base essentiellement de cartes perforées et d'éléments électromécaniques. Pensez par exemple aux orgues de Barbarie. Vous voyez ce que c'est les orgues de Barbarie? Vous avez des cartes perforées que vous mettez à l'intérieur d'une caisse, vous faites tourner un tambour, et puis, hop, ça fait de la musique. Et ben, c'était à peu près le même principe à ce niveau-là. Et là, on commence à traiter de l'information représentable, avec des entrées, une mécanique à l'intérieur et des sorties. On reste donc dans les mathématiques jusqu'à 1880, où on arrive enfin à représenter des machines qui arrivent à traiter de l'information. Et tout ça commence à se théoriser à force d'utilisation. Et on arrive à ce moment clé en 1931. Enfin, bon, globalement, vers 1910-1920, on commence à discuter de ce que c'est que l'information. Avant, on a, alors, très important, on part du signal, historiquement. Du signal, on arrive à la donnée. Et quand la donnée commence à se structurer, on parle d'information. Et c'est au moment où on commence à parler d'information qu'il y a des gens qui arrivent à parler de ce genre de choses. Alors, je n'ai pas mis Shannon, mais j'aurais pu parler de la théorie de l'information de Shannon. Church et la calculabilité en 1931 à retenir le lambda calculus et la formalisation. Il ne représente pas les traitements spécifiques en tant que tels, mais il représente le concept de traitement. Et là, on commence à généraliser et à théoriser jusqu'à pouvoir manipuler des concepts de traitement de l'information. Pas naissance de la science, mais ça y est, on commence à discuter, à publier des papiers de recherche, etc., sur la calculabilité. Turing en 1936, mais il a commencé avant, avec la machine universelle et le théorème d'indécidabilité. Et Turing, vous savez qu'il a travaillé avec von Neumann. Von Neumann, c'est les architectures machines. Je dis que j'en parlais pas, j'ai juste mis entre parenthèses, mais à connaître Church, Turing et von Neumann. Je vous disais, les ordinateurs sont des concepts, mais ce sont aussi des personnes. En 1944, avant la première machine, il y a déjà des ordinateurs. On va parler d'ordinatrices. Je vais parler d'ordinatrices. Les ordinateurs sont des femmes.
sont des femmes mathématiciennes, dont Jean Bartik. Donc, l'ENIAC, c'est à peu près ce qu'on recense comme le premier ordinateur vraiment connu. Et Jean Bartik est le premier ordinateur avant l'ENIAC. Je vous expliquerai pourquoi. Mais donc, l'ENIAC, c'est le premier ordinateur qui a été créé pour calculer des trajectoires balistiques à base d'ampoules thermoioniques. Et puis, en 1947, on invente le transistor. Avec la physique quantique, le transistor, c'est un truc qui se base sur les puits d'électrons. On a 3 pattes. On a la patte d'entrée, la patte de sortie et la patte de contrôle. Bizarrement, ça ressemble beaucoup à un programme informatique. Quand on injecte de l'énergie dans la patte de contrôle, le courant ne passe plus parce qu'il y a une barrière d'énergie, c'est de la physique quantique. Et on invente le transistor, ce qui permet de miniaturiser, et on commence à avoir comme ça des ordinateurs qui ne ressemblent pas à l'ENIAC, qui est une espèce d'énorme armoire sur toute une pièce. À connaître aussi, vous entendrez souvent parler de la conférence du NATO, de l'OTAN, qui s'appelle Software Engineering en 1968, où il commence à poser le truc. Il y a évidemment méthode à l'arrache ou dans les laboratoires de recherche, tout le monde fait un petit peu d'informatique en utilisant les machines, en faisant du calcul, etc. Et puis, il commence à se dire, bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça peut nous servir. Donc, il y a cette conférence à connaître pour la culture générale où il commence à expliquer qu'est-ce que c'est que l'ingénierie logicielle. Donc, c'est une étape importante. 1970, l'ARPANET avec la mise en réseau des machines, mais ce n'est pas vraiment une mise en réseau, c'est plus de la communication inter-machine. Quand je parle de communication, c'est qu'à travers cette communication passent des signaux ou des données, mais pas vraiment encore de l'information structurée. On n'a pas des trucs genre les liens hypertextes et les trucs comme ça, mais bon, voilà. Ça ne sert à rien, mais je vous le dis, en 1974, le premier PC, c'est l'Altair 8800. Après, bon, vous connaissez toute l'histoire des Spectrum, des Atari, etc. Chose à noter, devant tout la multiplication de ce qui apparaît autour de la science informatique et de l'ingénierie logicielle et des machines, ils se disent, bon sang, c'est le bordel. Donc, ils se disent, on va commencer à standardiser. C'est intéressant, la standardisation. À chaque fois qu'on a une étape de standardisation, on a comme ça quelque chose qui rentre dans le marché ou qui commence à devenir conséquent, l'énergie, l'automobile, etc. Et on a les couches OSI qui sont définies en 1978. Les couches OSI, ce sont des concepts de séparation de responsabilité de différentes couches logicielles. Donc, on va commencer à parler de couches logicielles. Et on va dire que donc de la machine, du network jusqu'à l'OS, les drivers, l'application, le front, etc., on commence à définir ce genre de choses en 1978. Et je vous ai mis, pour finir, Leslie Lamport, qui, à mon sens, est quelqu'un alors d'abord d'exceptionnel parce qu'il a créé la TeX, basé sur TeX, mais c'est surtout lui qui a pris un problème de Dijkstra. Donc Dijkstra, vous connaissez, c'est les graphes, etc. Dijkstra parlait d'ordonnancement de manière très généralisée, mais on a toujours eu un problème avec les systèmes distribués. On ne savait pas faire communiquer les ordinateurs et les ordonnancer ensemble pour tout ce qui était la répartition des tâches. Pour l'instant, c'est très linéaire. Leslie Lamport, il implémente une solution sur les systèmes répartis et il parle de consensus. Et il y a même un truc qui lui appartient, qui porte son nom, qui s'appelle l'horloge de Lamport, qui permet justement d'ordonnancer la répartition des tâches entre les différents systèmes. Et c'est à partir de 1978 qu'on a enfin une solution pratique à mettre en place pour répartir les systèmes. Après, c'est tout le reste. Le cloud, le réseau, tout ce que vous voulez. Donc, ça me semblait important. Bon, et puis après à partir de 1978, c'est l'histoire actuelle que je n'ai pas voulu mettre, mais je voulais quand même vous montrer ces milestones, ces étapes essentielles, à mon sens. Vous en trouverez d'autres, mais voilà. Je vous donne des exemples. Voici une page d'un manuel de Al-Khwarizmi. Notez qu'il n'y a aucun chiffre ni indien ni arabe. À l'époque, quand on parlait de mathématiques, quand on voulait donner un chiffre, 4 par exemple, on écrivait 4. Alors au début, avant Al-Khwarizmi, on parlait de chiffre indien.
les chiffres indiens avaient une représentation et ils étaient exprimés ou ils étaient décrits. Et c'est Al-Khwarizmi qui invente, justement, c'est son deuxième traité. Donc ça, c'est le premier traité sur la restauration et la réduction. Al-Jabr et la réduction, je ne sais plus comment ça se dit, mais où il explique justement comment résoudre les équations du second degré. Mais il l'explique avec les chiffres indiens. Son deuxième traité est sur les chiffres, la représentation des chiffres indiens. Il injecte le chiffre 0 et là sont nés les chiffres arabes. Et il commence à avoir des représentations plus courtes avec des lettres. La forme, comme ça, la forme de, tu la vois en fait apparaître dans son deuxième traité. Mais ici, c'est encore du texte. C'est la première fois qu'un mathématicien dit il n'y a pas seulement du calcul théorique, des théorèmes, il y a une méthode à appliquer et il explique cette méthode avec une boucle où il fait donc une étape de restauration et une étape de réduction. Ça, c'est le premier algorithme que je connaisse, en tout cas écrit. Donc, très important à connaître Al-Khwarizmi parce qu'en plus, l'étape de restauration s'appelle Al-Jabra. Je le prononce comme je peux. Al-Jabra qui va donner l'algèbre. Ça a donné naissance à l'algèbre et à l'algorithme. Donc, ce type-là, il est évidemment essentiel dans les mathématiques. On a souvent dit d'ailleurs que c'était Diophante d'Alexandrie qui était l'inventeur de l'algèbre. Franchement, je mettrais volontiers Al-Khwarizmi en premier puisqu'il a donné le nom et que c'est une de ses méthodes d'un algorithme. Donc, ça me fait plaisir de savoir que l'algèbre, en fait, ça sort de l'informatique. Mais bon, après, c'est vous qui jugez. Mais voilà, c'est important de savoir ce genre de choses dans les fondations. Ça donne des mots, ça donne des sens à ce qu'on fait et des fondations à ce qu'on utilise. Je voulais vous parler aussi du lambda calculus et des machines de Turing, parce que je vous disais que c'est dans cet espace-là qu'on commence à théoriser ce que c'est que le traitement. La représentation d'un calcul lambda commence par lambda, la lettre lambda, ensuite les variables qu'on va utiliser en entrée, on met un point et ensuite on met le corps du traitement à suivre. On ne dit pas spécifiquement quel est le traitement, on dit juste c'est un traitement qui va consister en d'autres lambda, en d'autres variables, etc. Pour vous donner un exemple, regardez en bas à gauche, ça c'est un diagramme d'un type qui s'appelle John Tromp, qui est un diagramme de représentation du calcul lambda. Notez qu'il n'y a aucune indication sur la spécification du calcul. Et bien ça calcule la suite de Fibonacci. Les traits horizontaux, ce sont les lambda. Les traits verticaux, ce sont les variables. Il y a pour cette conceptualisation du traitement, mais du traitement, pas d'un traitement en particulier, d'un traitement, il y a ce qu'on appelle des réductions. Et on réduit ce traitement en appliquant justement les réductions des lambda avec les variables et on arrive au résultat d'un calcul de la suite de Fibonacci. Alors là, ce n'est pas dynamique parce que c'est une diapositive, mais on pourrait très bien réduire ce calcul jusqu'à la valeur de la suite de Fibonacci à un indice donné si on injectait une variable et on effectuait dynamiquement ce traitement. Et puis, je vous ai mis en bas à droite parce que je vous ai présenté Liskov et que le calcul lambda est très lié, en tout cas de la part de Church, à ce qu'on appelle le type system. Ça, c'est l'expression d'un type system. Enfin, ouais, c'est ça. C'est un exemple de type system où en fait, vous avez la condition en haut, une barre horizontale, et en bas, vous avez la déduction. Donc, là, on est quasiment dans la pure mathématique où on a l'entrée. Si cette condition est vérifiée, alors on peut déduire la sortie en bas. Et il n'y a pas de notion de spécifique avec des variables qui valent 3 ou 2 ou 42 ou je ne sais pas quoi. C'est juste des mécaniques de traitement. Le calcul lambda par Church. L'équivalence du calcul lambda, c'est les machines de Turing. Alors, je n'ai pas voulu vous faire les machines de Turing, mais c'est les machines de Turing, vous en trouvez partout et j'imagine que vous connaissez la définition. Non, là, j'allais plutôt vous parler de la machine H+, parce que c'est une chose en soi. C'est comme ça qu'il a prouvé son théorème d'indécidabilité. Mais d'abord, je tiens à vous dire que donc, les machines de Turing et le calcul lambda sont absolument équivalents. On peut représenter
un lambda calculus par une machine de Turing et on peut représenter une machine de Turing par un lambda calculus. Il y a une bijection. C'est juste deux façons différentes de représenter le concept de traitement. Sur ce slide en particulier, je voulais quand même, pour votre culture générale, vous parler de la machine de Turing H+. Alors, j'ai pris un screen d'une chaîne YouTube qui s'appelle Computerphile, que j'aime beaucoup. Mais pour vous expliquer comment fonctionne, comment il a créé, comment il a prouvé son théorème d'indécidabilité en créant la machine H+. Et il part du principe, il dit, voilà, moi, je pars du principe qu'il existe une machine qui, quand on met en entrée le programme et l'entrée de ce programme, va me dire si ça s'arrête ou pas. Donc, c'est son hypothèse de départ. Et il crée la machine H+, en encadrant cette machine supposée avec la machine H+ de Turing qui dit, si ça retourne oui, ça halte, alors je loupe indéfiniment, et si non, ça halte pas, alors je retourne oui. Et on tombe sur une absurdité. Si on passe H+ dans le programme et H+ en entrée, ben forcément, H+, ça prend des programmes en entrée, donc ça peut prendre H+ en entrée. Et ben, si c'est oui, ça loupe. Si c'est non, bah, ça s'arrête. Si la machine s'arrête, alors elle ne s'arrête pas. Il y a une absurdité. L'hypothèse de départ ne vaut pas. Il n'existe pas de machine qui sait vous dire si un programme s'arrête ou pas. À mon sens, c'est la fondation des tests d'intégration. Si on a un programme, on peut valider le programme en tant que tel, on peut le vérifier par des machines à état. Si on a un système, si on a un composant, si on a un runtime, on ne peut plus. Il y a des problèmes qui sont liés à l'exécution, au traitement de l'information dans des machines. Donc, c'est important de connaître ça. Et je voulais vous montrer l'ENIAC. L'ENIAC, ce fameux premier ordinateur avec à droite Jean Bartik. Jean Bartik était une mathématicienne. Alors, elle avait... C'était un ordinateur, donc elle avait son programme, les abacs de trajet balistique. En entrée, elle recevait les positions des différentes forces armées. En sortie, elle émettait les nouvelles positions à prendre pour que les trajectoires balistiques soient optimisées. Le premier ordinateur était une femme, une ordinatrice. Et à cette femme-là, on a demandé de les aider, elles étaient 8 au total, elles et les 7 autres, on leur a demandé de nous aider à fabriquer l'ENIAC. Voici la première personne qui a été remplacée par un système automatisé. Vous voyez, finalement, ça remonte à loin. Alors, l'ENIAC, c'est avant l'invention du transistor. Donc, je vous parlais du transistor, c'est le truc à 3 pattes avec une patte de contrôle. Donc, le premier tout petit programme informatique. Ce que vous voyez là, c'est des ampoules qu'on appelle thermoioniques. Donc, en fait, c'est des ampoules qui, pareil, en 3 pattes. Mais la troisième patte crée en fait un nuage d'électrons dans une solution ionique et ça permet de faire passer le courant quand ce nuage d'électrons est créé. Et c'est l'ancêtre du transistor. Une fois que le transistor est créé, il n'y a plus besoin de créer du ionique ou du thermique, etc. On a moins de pertes de chaleur. Et on arrive à avoir des miniaturisations dans les machines. Dieu merci, parce que ça, c'était 3 pièces. Enfin, c'était énorme. Voilà, donc ça, c'était l'ENIAC à connaître. On va passer sur la science. Après les étapes dont je voulais vous parler, on va passer à l'ingénierie. Donc, en termes de scope, la science, l'ingénierie, la technique. Ici, on va parler d'ingénierie logicielle. Donc, établie, en tout cas reconnue à partir de 1968. Avant, mais bon, c'est là où c'est devenu culturellement parlant connu en 1968, software engineering. Je vous mets la définition de l'ingénierie. C'est l'étude globale d'un projet industriel sous tous ses aspects. Je vous ai dit que j'allais vous dire ce que développer veut dire. Sous tous ses aspects.
La différence entre un ingénieur et un technicien, c'est qu'un ingénieur, ça prend tous les aspects d'un logiciel. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui vont en école d'ingénieur, ils apprennent pas seulement le code, ils apprennent aussi monter la boîte, savoir quels sont les problèmes financiers, organisationnels, économiques, etc. C'est important, ça. Soit vous êtes ingénieur, soit vous êtes technicien. Vous n'aurez pas le même salaire. Mais c'est toujours bien de le dire. Donc l'ingénierie, c'est ça. C'est la définition. Hein. Je n'ai pas inventé, hein. Encore une fois, c'est la définition du Robert. On va prendre aussi quelques définitions sur le logiciel. Donc, c'est marrant de voir que dans les deux définitions, en fait, on commence à dire que c'est soit l'ensemble des programmes et des procédures nécessaires au fonctionnement d'un système informatique, soit un programme informatique, c'est-à-dire qu'un logiciel, c'est tout ce qui contient des programmes et des procédures. Parce qu'un programme, pour que ça tourne quelque part, si c'est une machine, il faut bien l'installer dans cette machine. Il y aura donc des procédures. Soit du script, batch, donc on parle toujours de procédures avec du script, soit même humaine. Par extension, il y a aussi de l'ops là-dedans. Il n'y a pas que le développement des programmes. Il y a aussi le cycle de vie du système informatique. Et puis le mot développement, messieurs, dames. Le mot développement, c'est l'action de développer, de donner toute son étendue à quelque chose. Le synonyme, c'est croissance. C'est pas codage. OK ? C'est le fait de développer quelque chose. Un développeur est quelqu'un qui développe, qui donne toute son étendue à un système informatique. J'en fais pas des caisses, mais vous savez ce que j'en pense. OK, l'ingénierie, s'il y a un projet, c'est qu'il tourne autour d'un objet. Alors, l'ingénierie, je vous disais, c'est l'étude globale. Donc, ça veut dire qu'il va se concentrer sur l'objet, le procédé et la production. L'objet de l'ingénierie, c'est quoi? Avant, c'était le programme. On avait juste un bout de code. Voilà, pensez à Al-Khwarizmi, le tout premier. Pour mettre en place cette méthode, c'était juste un programme. Et puis, on a commencé à parler de système informatique. Et aujourd'hui, on parle d'usine logicielle, de Digital Factory, parce qu'il y a énormément de choses et que maintenant, ce n'est pas juste un seul programme, ce n'est pas juste un système informatique, c'est, je ne sais pas, Microsoft ou Amazon qui ont des centres, ou Google qui ont des centres en France, aux États-Unis ou machin, qui ont des régionalisations, qui ont du zonage, etc. Tout ça communique entre eux. Il y a des mécanismes de redondance. Il y a de la résilience, il y a des mécanismes de plans, de reprise sur incident, machin. Enfin, bon. C'est devenu hyper complexe et du simple organisme monocyte à un corps intégrant de plus en plus de fonctions. Vous notez que l'informatique, c'est parti des maths, le calcul pur, que ça a intégré des notions d'espace et de temps, parce que vous pouvez toujours me faire une suite de 0 à l'infini de 1 sur n carré et de me dire que c'est égal à pi carré sur 12 sur le papier. Moi, je veux bien, le problème de Bald qui a été résolu par Euler. Moi, je veux bien, mais enfin, moi, si je veux faire la méthode, si je veux rendre physique cette méthode théorique, d'abord, je ne sais pas calculer de 0 à l'infini parce que c'est bon, on va utiliser toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. Il y a des notions d'espace et il y a des notions de temps. Je n'ai pas toutes les feuilles de papier du monde disponibles pour écrire de 0 à l'infini toutes les sommes et les sommes intermédiaires. Ce n'est pas possible. L'informatique, ça commence là. Ça commence quand on rend physique les mathématiques, quand on crée des méthodes, quand il faut les mettre en œuvre. Et maintenant, on se rend compte que les organismes qu'on est en train de créer ne sont pas seulement des maisons. Ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des ponts. Ce sont des organismes quasiment biologiques. Je ne veux pas aller jusqu'à ce moment où on dit « ça va être des êtres vivants ». Non, il n'y a pas de vivant dans l'informatique. Ce que je veux dire, c'est que la mécanique, la représentation de la complexité de ce système fait qu'en fait, il commence à avoir une espèce d'ordre supérieur
où on n'arrive plus à comprendre ça comme des petits bouts, comme à l'époque où on travaillait sur des bactéries quand on faisait de la biologie génétique, mais où c'est carrément des corps entiers qui réagissent avec un ordre de structure. Pensez à la physique quantique contre la physique mécanique. On a beau être composé d'atomes, on n'est pas à l'échelle de Planck, on est à une autre échelle. Donc on a plutôt une échelle pour nous, les êtres humains, on est à une échelle du vivant. Et en informatique, on est arrivé à cette échelle-là, où on commence même à développer des systèmes nerveux. Pensez à l'IA, l'intelligence artificielle. C'est bizarre les mots qu'on emploie, mais on est en train de commencer à développer des systèmes nerveux pour nos systèmes. Donc je vous dis, l'informatique, c'est maintenant, au-delà de ces sciences pures, c'est justement cette science du traitement qui commence à aboutir à un mélange où on commence à avoir un corps suffisamment important de concepts et qu'on soit obligé de manipuler des objets de plus en plus compliqués. Et lorsqu'on arrive à ce genre de choses, quand on a ce genre de complications, ce genre de complexité, c'est pas la même chose. Il y a deux forces en tension et c'est ce qui apparaît et vous entendrez tout le temps parler de ce mot-là, le trade-off, qui met deux forces en tension, le couplage et la cohésion. À partir du moment où on a la composition, à partir du moment où c'est plus un petit programme, mais que non seulement ils sont dépendants les uns des autres et ils échangent des informations, mais qu'en plus, ils sont déployés sur des machines ou des zones différentes, alors il y a la notion de couplage, parce que si on veut pouvoir les déployer, les organiser de manière indépendante, il faut qu'ils soient découplés, donc on va essayer de minimiser le couplage, mais pour qu'ils puissent fonctionner ensemble et pour qu'on puisse donner, je vous rappelle que le système informatique, c'est dans un but de résultat. Pour avoir ce résultat, il faut une forme d'orchestration ou de cohésion pour qu'on marche tous dans la bonne direction, pour qu'on finisse par appréhender le résultat final et qu'on puisse vérifier qu'effectivement, il est bien produit et dans les bonnes conditions, dans l'espace et le temps nécessaires, ou en tout cas traitables. Il y a la notion de cohésion qu'on va vouloir augmenter. Et vous voyez très bien que quand on couple les choses, on augmente la cohésion, mais on les empêche de fonctionner, de pouvoir être organisés et modulaires. Mais quand on découple les choses, on a un problème de cohésion parce qu'il faut les mettre en parallèle, ou en tout cas, il faut les mettre en miroir et savoir comment on va les faire interagir les unes avec les autres. Et la notion de trade-off, c'est ça, c'est de travailler sur le couplage et la cohésion en essayant toujours de diminuer l'un et d'augmenter l'autre, mais des fois, on n'a pas le choix. Mais ça reste important de le dire. Bon, alors l'ingénierie, on va parler de procédés. Oh, le procédé. Bon, alors quand je parle de procédé, je parle de l'économie. Et après, il y a la production. Donc, il y a l'organisation des gens dans l'ingénierie, parce que maintenant, étant donné qu'il y a plusieurs systèmes, ça devient complexe. Il y a de plus en plus de gens qui sont investis dans l'ingénierie logicielle, donc il faut faire les équipes et il faut les organiser entre elles. Donc, dans les fondations, il y a les trois méthodes. Vous savez quoi? J'ai mis la première qui s'appelle RASH. Vous savez très bien ce que c'est. C'est un clin d'œil à l'arrache. Mais figurez-vous que c'est la méthode la plus utilisée dans l'informatique. Donc, je la mets quand même en premier, même si c'est un clin d'œil, mais voilà. Globalement, et il y a plein d'autres méthodes d'organisation, mais globalement, on a ces deux méthodes qui sont citées, le cycle en V et l'agilité. Le cycle en V, c'est soi-disant depuis un article d'un type qui s'appelle Winston Walter Royce, qui en 1970 écrit un article qui ne s'appelle pas du tout Waterfall et qui ne parle pas du tout de Waterfall. Mais il décrit justement ce truc qui consiste en fait à définir ce qu'on appelle le waterfall. Le waterfall a une définition très précise. C'est basé sur trois propriétés. Des unités de travail, là j'ai mis tâches, mais ce sont des travails, quasiment au sens physique du terme, des unités de travail dépendantes entre elles avec des retours arrière entre ces unités. Alors pourquoi je dis que c'est important d'avoir cette définition et que je mets ça dans Fondation? Parce que quand quelqu'un vient vous dire mon équipe est agile, est-ce qu'il vous parle de ce que lui, il a envie de vous dire ou de vous faire croire, ou est-ce qu'il vous parle de la définition?
de l'agilité. C'est pour vous dire, c'est important et c'est pour ça que ça fait partie de cette présentation fondation. En gros, le cycle en V, ça correspond à un système chaotique de second degré avec des explosions exponentielles en termes de gains sur les temps nécessaires à mettre en production. Passons sur cette horreur, mais c'est, en tout cas, à défaut, c'est ce qui marche le mieux. Et sachez que le cycle en V, ça a permis de sortir des logiciels extrêmement fiables, qui fonctionnent très bien, qui ont duré 30 ans. Je pense par exemple au COBOL, et même encore aujourd'hui, ça nous permet de sortir des logiciels. Donc, ne jetons pas le cycle en V. C'est juste qu'il faut comprendre que dans sa mécanique de cycle en V, c'est un système chaotique et que si jamais on ne fait pas les choses correctement, on risque d'exploser en termes de time to market à cause de la structure même de ce cycle en V. Je vous parle de l'agilité, et là, je fais référence explicitement au XP et au manifeste agile que vous voyez à droite. L'agilité, c'est basé sur autre chose. Ce sont des unités de temps, on itère sur des unités de temps fixes. Donc, on en déduit le travail, alors que dans le cycle en V, on itère sur des unités de travail, donc on en déduit le temps. On fait un découpage par valeur et le feedback est impactant, la réponse au changement, de préférence au respect d'un plan. Je vous disais ça, le cycle en V, c'est un système chaotique de second ordre, si jamais on modélise le système dynamique du cycle en V. L'agilité, c'est un algorithme génétique. Vous avez l'ADN qui correspond à toutes les tâches dont on a besoin. Il y a ensuite une fonction de fitness qui s'appelle la rétro, sur laquelle on fait une valorisation. On vérifie la valeur de cet ADN qu'on a mis en place avec voilà, toutes les tâches pour aller en production. Et puis, on mute cet ADN, on mute l'ordre des tâches, comment cet ADN est composé, pour recomposer pour le sprint suivant. Et l'agilité est un algorithme génétique d'organisation. Pour faire le lien avec l'informatique qui touche un peu à la biologie, cette nouvelle forme n'est pas basée sur un système stochastique où on prend les êtres humains comme des machines, mais vraiment basée sur un algorithme où le feedback est important, donc l'organisation même se réorganise. L'agilité, ce sont des itérations très courtes avec des validations tout de suite. Et quand je vous dis découpage par valeur, validation. Donc, on valide immédiatement à chaque itération et on réorganise après pour dire comment on a fait pour valider ce truc-là, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on l'a fait dans le bon ordre. On réorganise la réorganisation. C'est important, ce que je veux vous montrer dans ce slide, c'est que la différence, c'est que le cycle en V, c'est un système chaotique de second ordre et que l'agilité, c'est un algorithme génétique qui se réorganise. S'il n'y a pas de réorganisation, si la rétro, c'est juste une thérapie de groupe, c'est pas de l'agilité, c'est juste des gens qui sont en train de déprimer ensemble. Ok, et maintenant, je vous parlais du procédé ou de l'organisation, les notions de mode de production. Et là, on arrive à l'industrie versus l'artisanat. On aura beau faire, on aura beau dire que l'ingénierie logicielle, c'est basé sur des projets industriels, parce qu'ils sont voués à être industrialisés, c'est-à-dire à être mis en production, distribués. Il y a quand même des gens qui veulent adopter une composante artisanale du fait même de l'objet qu'on pratique, qu'on travaille. Parce que l'informatique travaille sur un logiciel qui est devenu quelque chose qui est de l'ordre, qui n'est pas de l'ordre de la chaîne de montage, qui est liée à cette espèce d'organisme, qui a des comportements erratiques, etc., qui commence à devenir de plus en plus... C'est plus de l'atelier. Ok, le premier mode de production, c'est le mode industriel, avec des spécifications, des standards et une reproductivité. Vous avez la chaîne de montage, vous mettez des gens chacun à son poste, et on doit être capable de reproduire ce qu'on fait à l'infini sur le même modèle. Le modèle basé sur la spécification. La spécification nous venant du client, celui qui donne l'ordre. Sur la deuxième forme de production, c'est l'artisanat. C'est du sur-mesure. On est dans le souci du geste et du matériau. Et on est dans une forme de compagnonnage. Je vous ai mis à côté le manifeste du software craftsmanship, où justement, pas seulement des logiciels opérationnels, des logiciels bien conçus, l'ajout constant de valeur
une communauté de professionnels. Quand on réalise quelque chose, quand on donne une valeur à nos itérations, on la donne pas seulement sur la valeur que ça peut apporter aux clients, on la donne aussi sur les accomplissements, c'est-à-dire ce que nous, on peut en récupérer, comme coopération et collaboration qu'on a non seulement entre nous-mêmes en tant qu'atelier, mais aussi avec l'utilisateur, c'est-à-dire le feedback qu'il nous donne de son usage du produit qu'on crée. Et ce sont des produits uniques. Ce n'est pas des trucs qui sont faits en 10 milliards d'exemplaires. Vous n'allez pas... alors d'accord, ok, on peut envoyer le logiciel Microsoft Word en 10 milliards d'exemplaires, c'est ce qui a été fait. Mais la production, la préparation de ce truc, ça n'a pas été fait en 10 milliards d'exemplaires. Ça a été fait, voilà, le Word, il n'y en a qu'un. Mais voilà, vous avez ces deux modes de production. Je ne suis pas censé faire de philosophie ou de morale là-dessus. Ça s'appelle fondation. Donc voilà, je voulais vous expliquer. La différence, c'est ça. L'industrie, c'est la chaîne de montage. L'artisanat, c'est l'atelier avec le compagnonnage. Je veux juste vous dire qu'il y a des gens en France et dans le monde qui ont osé appeler leur équipe IT des Digital Factories. L'usine logicielle, c'est ce que nous produisons, nous, les ingénieurs, les développeurs. C'est pas nous qui sommes une usine logicielle, c'est ce que nous produisons. Nous produisons l'usine logicielle qui part du code jusqu'à la construction du package ou du système ou du logiciel qui va tourner dans son environnement naturel, c'est-à-dire l'environnement d'exécution, où il correspondra à un fit à la Darwin, où on mutera son code de manière à ce qu'il réponde de mieux en mieux et qu'il s'adapte à son environnement de production et à l'usage. Jusqu'à sa mort, jusqu'à son décommissionnement. Voilà, il y a toujours une limite à faire parce que les logiciels ne sont pas des êtres vivants, il ne faut pas déconner avec ça, mais vous voyez la mécanique. Je vais conclure, développer, on a vu que c'est différent de coder. Coder, c'est une partie, c'est une technique qui s'associe au développement, mais qui n'est pas uniquement le développement. Si vous mettez développeur quelque chose, développeur Java, développeur Python, développeur TypeScript, etc., ce n'est pas un développeur, c'est un codeur. C'est quelqu'un qui encode les spécifications d'un langage naturel dans un langage en particulier. Il fait de l'encodage, c'est un codeur. Si vous parlez de développeur, quelqu'un qui est capable de développer, de donner toute son amplitude à un logiciel, il fera aussi des travaux d'ops, de tests, de QA, de discuter avec le client, avec l'utilisateur, récupérer son feedback, etc. Je sais que la théorie est différente de la pratique. Je vous donne les fondations pour comprendre le différentiel. Et je vous le disais, ok, tout le monde m'a mis la pression, je veux parler de l'IA. En fait, je crois que l'IA viendra à notre rescousse pour réinstaller, réasseoir ces idées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des développeurs et il y a des codeurs sur ce marché. J'ai dit que j'en parlerai pas, mais je vais quand même en parler parce que vous vouliez tous que j'aborde l'IA. Les codeurs, ils ont un mauvais... Enfin, leur avenir est incertain. Je vous assure que leur avenir est vraiment incertain. Les développeurs, beaucoup moins, parce qu'il faudra des développeurs pour piloter l'IA et leur donner le procédé de travailler sur l'étude globale du projet industriel. Les développeurs sont des ingénieurs. Et je crois que l'IA fera justement cette différence et nous permettra de nous élever, codeurs compris. Hein. Il y a des gens qui font des travaux sur eux et qui se disent, tiens, moi, je veux être plus curieux, je veux englober vraiment toute l'épaisseur de mon métier. Et la chose intéressante, c'est tout ce qui peut devenir. Les dark factories, vous voyez ce que c'est ? C'est les usines en fait qui sont plongées dans le noir, qui sont faites uniquement par des robots. Ça devient quoi ? Une informatique dont le code est produit uniquement par des machines et des gens qui parlent uniquement du procédé, d'intention, d'objectifs, qui réalisent des tests, qui font de la vérification, etc. Ça devient quoi comme économie ? Parce que c'est la première fois, l'automobile n'a pas encore ça. Maintenant, on commence à en avoir sur les télévisions en Chine et en Corée. On commence à avoir justement ces fameuses dark factories où on plonge les usines dans le noir, il n'y a que des robots. Ça va devenir quoi l'informatique ? Je n'en sais rien, mais j'ouvre en tout cas en vous disant, maintenant qu'on connaît les fondamentaux, que va devenir la pratique ? Et je voulais terminer sur le fait que, quelle que soit la production, quel que soit l'outil, vous avez remarqué que le mode de production est toujours là. Il y a toujours un mode de production nécessaire. Il y aura toujours une place
Pour les crafteux, quoi qu'il arrive, l'organisation, les objets produits, etc., ça changera. Il y aura toujours besoin de gens qui sont capables de coopérer entre eux, de collaborer, de se mettre sur un atelier et de faire du sur-mesure. Surtout quand l'industrie disparaît, peut-être à cause de l'IA, mais quand l'industrie disparaît, on revient à des modes de fabrication artisanale pour redécouvrir les systèmes de production. Le craft n'est pas en danger. Merci à tous.